Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition des infos TCBH. Cette semaine, pas d'entrée spectaculaire, juste ceci. Je suis arrivé au studio la semaine dernière et sur mon bureau se trouvait un signet d'une certaine Claire. Je vous remercie donc de votre bienveillance. J'imagine que vous avez créé cette œuvre. Donc, merci pour votre talent et d'avoir pris la peine de nous faire parvenir ceci. Vous savez, la plupart du temps, on reçoit souvent des critiques. Les gens ne nous appellent pas vraiment pour nous féliciter de notre travail ou pour nous dire qu'ils ont aimé telle ou telle chose dans nos émissions. Alors, de recevoir un présent comme ça d'un auditeur, c'est d'autant plus apprécié. Je me rappelle d'un certain Monsieur Franck, je pense, de Rivière-Trois-Pistoles, qui avait pris la peine d'écrire dans l'opinion du lecteur du journal Info Dimanche des bons mots à notre sujet, puis ça aussi, c'était rare, puis ça nous a fait le plus grand bien. Je vous informe aujourd'hui, en ouverture d'émission, que la semaine prochaine, ce sera l'avant-dernière émission de notre saison des infos TCBH 2020-2021. Mais d'abord, cette semaine, une entrevue avec Marie-Ève Dubé du Resto Pub Le Madub de l'Île-Verte, la 13e chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux, une annonce d'aide financière du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, et un point de presse virtuel du CI3S du Bas-Saint-Laurent. On commence d'ailleurs avec le reportage que j'ai pu faire au Madub de l'Île-Verte. J'ai été rencontrer Marie-Ève Dubé, qui se trouve à être la propriétaire du Resto Pub. Peut-être que vous connaissez déjà cette Île-Vertoise d'origine, puisqu'elle a travaillé un certain temps au Café Grain de Folie de Trois-Pistoles. Elle y avait fait ses armes en cuisine et surtout en création d'assiettes originales, et a rapporté du grain de folie dans sa nouvelle entreprise, la convivialité entre le personnel et les clients. Elle désire un endroit rassembleur pour les gens de l'Île-Verte et des alentours. Bon visionnement. Moi, c'est Marie-Ève Dubé. Je suis propriétaire du Resto Pub Le Madub. C'est un resto-bar rassembleur. Je veux que ce soit une place décontractée où que le monde vienne se reposer, qu'ils viennent lâcher prise un peu, puis pour se rassembler aussi. C'est une place rassembleur pour le monde de l'Île-Verte, puis les alentours aussi. Bien, c'est plus comme un casse-croûte de luxe. Tu sais, comme au lieu d'être des hot dogs normaux, c'est des hot dogs européens. Pour les hamburgers, au lieu d'être des hamburgers normaux, c'est des hamburgers avec fromage de chèvre, des choses comme ça, des petits confits. On essaie de vraiment tout faire maison. Tu sais, les maillots, les confits, toutes ces choses-là, le plus possible. Puis pour cet été, je veux offrir une carte de fruits de mer, vu qu'on a beaucoup de fruits de mer frais dans la région. Puis je prends beaucoup de produits aussi du terroir. Comme ma viande hachée, c'est la ferme des Moissons ici au 2e qui me fournit. Après ça, pour mes saucisses, c'est le marché des îles qui font ma saucisse. Mes pâtes à pizza à Saint-Cyprien. J'ai sorti la pizza shish taouk. Je fais une sauce à base de yogourt et de menthe. Après ça, je fais mariner mon poulet aussi dans du yogourt avec des épices, un peu comme le shish taouk. Puis j'ai fait du navet mariné aussi, fait que je monte mes pizzas à base de ça. Puis je mets le mayo à l'ail aussi à la fin. C'est très bon. Ouais, j'aime ça. Je fais des petites pizzas spéciales qu'on ne retrouve pas nulle part. On fait découvrir déjà des choses que le monde ne sont pas habitués de manger, puis ils apprécient vraiment. Moi, je veux avoir de quoi vraiment d'unique, que le monde va se déplacer pour venir manger ça chez nous, parce qu'il n'y a pas ça nulle part, qu'il n'y a pas ça ailleurs. C'est sans limite, la créativité. Mais pour ça, il va falloir que j'aie plus d'employés aussi, parce que c'est bien beau avoir des idées, mais il faut avoir un helper aussi pour les mettre en place, pour que ça sorte bien, pour que ça soit beau et bon. Je suis passionnée de cuisine. J'ai toujours travaillé dans la cuisine, tout le temps travaillé en restauration aussi. J'ai travaillé au Café Grain de Folie à Trois-Pistoles. C'était très rassembleur, c'était très familier.
Puis, il y avait beaucoup de diversité dans la nourriture. On pouvait faire goûter puis découvrir plein de choses aux gens. Puis c'est ça que j'aimais. Je faisais ma bouffe, puis je présentais, tu sais, j'avais mes idées, je faisais ma bouffe, puis après ça, je le servais. Que ce soit un resto-bar et non un bar puis un restaurant, ça a toujours été mon idée. Puis on a tout fait nous autres mêmes. J'ai eu de l'aide. Mon cousin m'a aidé vraiment beaucoup, sa blonde aussi. C'est comme toutes les chaises qu'on voit, c'est toutes nous qui les a fabriquées. Toutes les planches de bois, on les a toutes sablées, on les a toutes vernies nous-mêmes. Les tables, ils ont été faites à la main aussi. On a mis beaucoup d'amour dans l'ameublement puis dans le décor. Puis je pense que ça va paraître dans l'ambiance. J'ai vraiment hâte parce que je veux être proche de ma clientèle. Moi, j'aime beaucoup, je suis dans la cuisine, oui, mais que la salle à manger soit ouverte, là, je vais tout le temps voir mes clients, puis comment vous avez trouvé ça, puis d'où vous venez, nanana. J'ai vraiment hâte de les rencontrer, puis j'espère qu'ils vont venir faire une belle expérience chez nous. On est de retour. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés à joindre l'équipe de Marie-Ève, contactez-la encore une fois au 581-648-8999 ou sur sa page Facebook Resto Pub Le Madub. On va maintenant regarder la 13e chronique du maire. Cette semaine, Jean-Pierre nous parle des compteurs d'eau à venir dans les prochains mois, années, à Trois-Pistoles. C'est démonisé par certains, les compteurs d'eau, vous savez. Et M. Rioux vulgarise très bien en quoi ils sont utiles dans la société d'aujourd'hui. À tantôt. Alors, merci et bienvenue encore une fois pour cette chronique municipale. Merci à Télébasque encore de me donner l'opportunité de pouvoir exprimer des points de vue, des dossiers que souvent le simple citoyen ne peut pas voir parce qu'il en passe tellement, puis le décrire aussi, c'est une autre affaire. Alors, je vais essayer de pas trop vous ennuyer aujourd'hui. Mais je vais vous parler d'un sujet qui est important, qui au niveau mondial a toute son importance. On appelle ça de l'eau potable. On peut se dire entre nous que l'eau potable, il y a peut-être les 2 tiers, il y a peut-être le tiers-monde, comme on parle, il y a peut-être les 2 tiers de la planète qui n'ont pas accès à de l'eau potable de qualité lorsqu'ils en ont besoin immédiatement. Certaines peuplades vont faire des kilomètres avec des enfants sur le dos, des cruches à la tête, aller chercher de l'eau pour pouvoir passer au travers. Un être humain peut faire un jeûne de beaucoup de jours, voire même des semaines, peut être affaibli, mais un être humain ne peut pas se passer d'eau potable. Alors, si elle n'est pas correcte, bonne pour la consommation, il y a des risques de maladie, mais si tu n'es pas pantoute, c'est encore pire, tu viens déshydrater et il y a des risques de mort. Donc, l'eau est importante. Ici, à Trois-Pistoles, moi, quand je suis rentré comme conseiller municipal en 1982, l'usine de filtration d'eau telle qu'on a là n'existait pas. La façon que la ville utilisait son approvisionnement en eau potable, c'est qu'en arrière de la fromagerie des Basques, on a la route qui s'appelle la route à cœur, qui mène au 2e rang, là, où la récupération des Basques est un petit peu plus haut. Là où l'usine est présentement, il y avait des bassins d'eau potable, d'eau qui était là, je dis potable, d'eau qu'on buvait, qui était ramassée, c'était de l'eau de surface, et puis c'était aussi à ciel ouvert. Je peux vous conter des choses maintenant que c'est passé, mais vous donner un exemple d'où on était et vers où on s'en va. OK? Alors, puis il y avait aussi, quand vous allez à Rivière-Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, quand vous allez vers le saut Mackenzie, où l'usine de cannabis est construite, un petit peu avant, il y a un petit cabanon, là, sur le bord de la rivière, là. Ça, c'était une usine de pompage pour l'eau qui partait de l'ouest du cran de la Rivière-Trois-Pistoles, du cran ouest, et puis qui alimentait, il y avait un tuyau qui passait en dessous de la rivière, ça tombait dans les pompes, puis les pompes allaient alimenter ces bassins-là, qui étaient situés derrière la fromagerie des Basques ou derrière la récupération, où l'usine d'eau potable est présentement. Alors, l'eau qui était cueillie dans la montagne, c'était environ 65 à 70 rigoles travaillées au travers des arbres, et quand il mouillait, ben l'eau prenait le chemin le plus simple que l'eau est. De l'eau, c'est pas vaillant, ça prend le chemin le plus facile. Alors, prenait le chemin des rigoles et s'enlignait dans un trou en bas de la montagne, à l'ouest de la rivière, puis la pompe pompait tout ça, puis amenait ça dans les réservoirs, puis les réservoirs, nous autres,
C'était alimenté par gravité à Trois-Pistoles, puis on buvait de l'eau. Or, quand il arrivait à cette époque-là, des grosses averses, des tempêtes de pluie comme on a eu, qu'on va avoir des jours derniers, là, eh bien, souvent les arbres tombaient, les rigoles se bouchaient de troncs d'arbres ou de branches, ça devenait de la vase, l'eau devenait embrouillée, puis là, il fallait arrêter. Là, on devait dire aux citoyens, les plus vieux qui m'écoutent aujourd'hui là, vont s'en souvenir. On parle de ça il y a 20 ans passés, là, au moins. Alors, on disait aux citoyens, faites bouillir votre eau, parce qu'il y avait des coliformes dedans. Souvent, on pouvait retrouver des rats musqués morts dans le bois, dans les lacs et tout, là, à un moment donné, là, ça va aussi loin que ça, là. Alors, il y a même que les oiseaux, les outardes, les oies blanches, quand il y avait besoin d'une pause, souvent, ils allaient se poser sur les bassins d'eau à ciel ouvert. Puis un outarde, ça ne cherche pas où ils peuvent faire leurs besoins, mais peu importe. Donc, il y avait des coliformes qu'on pouvait retrouver. C'est pour ça qu'on faisait bouillir l'eau souvent. Il y avait cet élément-là qui vraiment était problématique. Puis moi, quand je suis rentré comme maire, c'était un problème qu'il fallait trouver solution. Ça faisait au moins 10-15 ans qu'on faisait bouillir notre eau ou qu'il manquait d'eau. Alors ça, le problème de faire bouillir l'eau souvent, c'est une affaire. Et l'eau n'était pas... aujourd'hui, là, offrir de l'eau telle qu'on l'offrait aux citoyens il y a 15-20 ans passés, là, on pourrait se faire poursuivre. Parce qu'elle n'avait pas la qualité requise qu'aujourd'hui on a besoin. Donc, il y a un coût à ça. Ça, c'est une affaire. L'autre élément, c'est qu'il manquait d'eau aussi. Alors, dans la ville de Trois-Pistoles, partout dans les rues, là, à un moment donné, le contremaître municipal d'époque, Bruno Fortin, il avait demandé de trouver vraiment où sont les fuites d'eau parce que les réservoirs baissaient à vue d'œil. Et vous savez qu'un réservoir, quand ça baisse à vue d'œil, s'il y a un incendie qui se déclenche, il faut de l'eau. Puis si tu n'as plus d'eau au bout de tes boyaux d'arrosage, tu as un problème majeur. Ta ville peut passer. Puis moi, j'ai eu, les premières années quand j'étais maire, il y a eu des incendies ici, d'une entre autres, en face du bureau de funérailles, centre funéraire Jean Guériou. Il y avait une grosse maison là, auparavant de 8 logements, je crois. Et en plein hiver, le feu a pris. Et puis il ventait, puis je voyais la fumée rentrer avec les tisons dans le clocher de l'église. Puis je me disais, j'espère que les tuyaux ne casseront pas. J'espère que ça ne cassera pas, puis il ne manquera pas d'eau. Finalement, ça s'était bien passé, mais c'était un stress terrible tout le temps, le conseil de ville, de dire faites bouillir de l'eau ou arrêtez de consommer, il n'y a plus d'eau. Arrêtez. Alors, les gens respectaient ça, d'autres moins. Donc, c'est là que un des premiers dossiers que j'ai eu avec mon conseil de ville, il y a 20 ans passés comme maire, c'était de dire il faut trouver une solution à notre problème d'eau potable. Parce que qualité de l'eau, quantité de l'eau, puis le fait qu'on ne pouvait pas fournir de l'eau en qualité et en quantité 24 heures sur 24 de nos citoyens, on ne pouvait pas construire une maison nouvelle, une rue nouvelle dans la ville parce que le ministère de l'Environnement disait on ne peut pas vous donner un permis de construire une maison ou une rue nouvelle. Vous n'êtes pas capable de livrer de l'eau en qualité et en quantité aux citoyens déjà en place. On ne peut pas augmenter le problème. Donc, on était coincés pendant des années à ce que la ville reste ratatinée sans pouvoir être construite de maisons nouvelles. Puis des maisons nouvelles, ça rapporte des taxes. Des citoyens d'abord, mais des taxes aussi. Comprenez-vous? Alors, c'est ce qui fait qu'on a mis la priorité, il y a 20 ans passés, pour avoir l'usine de filtration d'eau. On avait toutes les données, ça faisait 10 ans qu'on analysait à gauche à droite, là, puis 15 ans. Finalement, le gouvernement, c'était M. Claude Béchard à l'époque, qui était le ministre responsable régional ici. On avait été le rencontrer, puis finalement, l'usine de filtration d'eau que Trois-Pistoles a présentement, et le village de Rivière-Trois-Pistoles et la fromagerie des Basques, eh bien ça, c'est un projet de 8 millions que ça a coûté, en 2008, me semble, autour. Et le provincial, fédéral, ont donné 6 millions aux citoyens, puis la ville et Notre-Dame-des-Neiges ont dû assumer la différence. Notre-Dame-des-Neiges, me semble, c'était 700 000 $, puis nous, c'était environ 1 300 000 $ qui coûtaient des coûts directement des poches des citoyens. Donc, usine de filtration, de l'eau en masse. Alors, la captation des eaux n'est plus dans des lacs. Alors, elle est vraiment dans la rivière Trois-Pistoles, dans des profondeurs de la rivière Trois-Pistoles, près du saut Mackenzie ou des chutes Mackenzie, là. C'est dans ce secteur-là là, qu'on retrouve 2 prises d'eau différentes qui alimentent les bassins qui sont à l'intérieur de notre usine et qui, par des spécialistes, des compétences à qui on donne un contrat d'entretien puis de voir que ce soit de la grande qualité. Alors, c'est fait et depuis ce temps-là, des problèmes de quantité d'eau, des problèmes de qualité, vous n'en trouvez plus bien. Alors ça, c'est réglé. C'est là qu'on a permis de pouvoir construire la grève ici, en bas de la rue Jean-Rioux, la série de belles maisons qui est construite, le chemin du Roi, que Gervais Dubé a pu construire une rue à côté de l'hôpital, la rue Jeanne-Plourde, que la fromagerie des Basques ait pu se développer, parce que la fromagerie des Basques, je dirais peut-être 80 % de son utilisation, c'est l'eau.
Alors, elle ne pouvait pas se développer parce qu'il y avait un problème avec l'environnement. L'eau n'était pas de qualité ni de quantité. Alors, tout ça, l'économie du milieu, là, fait que cette usine-là, c'était immense. Bon, au-delà d'être une priorité pour l'être humain d'avoir de l'eau à consommer, alors, on parle de 2008, le gouvernement nous avait dit, on vous donne 6 millions, mais il va falloir qu'un jour, que vous pensiez à faire des programmes de restriction de consommation d'eau et de gaspillage d'eau. Parce que l'eau a un prix. Maintenant, c'est plus comme c'était. On ne peut pas y aller à gauche, à droite. Alors, il faut prendre le temps d'en prendre soin puis de la gérer comme il faut. Donc, on avait cet élément-là, mais bon, les années ont passé, on a commencé à monter des dossiers. Mais en avril 2019, il y a 2 ans passés, le gouvernement du Québec nous a imposé à la ville de Tropstol, comme toutes les autres villes de la province du Québec, qui s'orientent et qui ont la chance d'avoir des usines de filtration d'eau pour offrir de l'eau à la population de qualité. Alors, à cela est assorti un programme de gestion de contrôle des dépenses de l'eau potable. Alors, notre usine d'eau potable à Notre-Dame-des-Neiges, où elle est située, on sait exactement, depuis son ouverture par des compteurs, on sait exactement ce qui sort du tuyau, qui s'en va à Trois-Pistoles, puis on sait exactement ce qui sort du tuyau, qui s'en va à Rivière-Trois-Pistoles. On a le contrôle de tout ça, c'est analysé, c'est donné. Puis les statistiques veulent que si dans un milieu, vous avez 4000 personnes qui y vivent, un peu comme nous autres, Notre-Dame-des-Neiges, Rivière-Trois-Pistoles et Trois-Pistoles, à ce moment-là, ils savent exactement là, que chaque citoyen, là, le nombre de litres par personne qui est acceptable là, comme tel là, en frais de galonnage ou de litres d'eau par jour de consommation, votre douche, votre pelouse, votre nourriture, votre vaisselle, votre lavage. Voyez-vous, là, un simple citoyen de résidence privée, on sait exactement par habitant comment normalement il devrait utiliser de l'eau dans une journée. Or, dans la ville ici de Trois-Pistoles, la Fromagerie des Basques, elle a un compteur d'eau, elle. Ici, dans la ville de Trois-Pistoles, tous les citoyens qui ont des résidences privées sont sur le même pied d'égalité au niveau du coût qu'on leur charge. C'est environ 1 pièce et quelques par jour que les citoyens de Trois-Pistoles, ça leur coûte pour avoir de l'eau potable au bout du robinet, 24 heures sur 24. Ils peuvent ouvrir tous les robinets possibles dans leur maison, laisser rouler ça 24 heures sur 24, arroser leur pelouse quand ils viennent mouiller, enlever les roches de leur entrée d'auto avec un petit boyau qui part du début de la cour qui descend jusqu'à l'asphalte pour emmener la cochonnerie ou la poussière dans la rue. Alors, voyez-vous, c'est illimité pour 1 pièce et que là, les citoyens ont tout ça. Le problème, c'est qu'il y a des citoyens qui ne font pas ça. Il y a même des gens qui, durant l'hiver, on le sait ça ici, c'est pas tout le monde, il y a des gens qui ont peur encore, comme une certaine époque, peut-être à tort ou à raison, mais ça, il faudra qu'ils trouvent une solution à un moment donné. Ils font couler leur eau tout l'hiver durant pour pas que les tuyaux gèlent. Comme on dit, pour pas que les tuyaux pètent. Alors ça ne peut pas marcher, ça. Si tous les citoyens de la ville de Trois-Pistoles commençaient à ouvrir leur robinet pour pas que les tuyaux gèlent dans leur maison durant l'hiver, on aurait un problème immense. Mais là, il y en a quelques-uns qui le font. Alors, ce qui fait que la consommation de l'être humain comme tel dans la résidence privée, on a vraiment les normes, les données sur ça avec précision dans la généralité de la province du Québec de consommation. Alors, ce qu'on est en train de faire présentement, le gouvernement nous a dit, là, passer à l'action, c'est le temps. Alors, on n'a pas le choix, c'est une loi qui nous oblige, une réglementation. Ce qui fait que, dans un premier jet, la semaine dernière, avec Pascal Rioux, ma directrice générale, nous avons signé une lettre environ à 100 entreprises, ce qu'on appelle les commerces, industries, les écoles polyvalentes, l'école d'italien, tout ce qui est de commercial, industriel dans la place. J'ai envoyé une lettre à tout ce monde-là pour leur dire, vous allez avoir bientôt la visite de nos employés afin de voir quelle allure de votre entrée d'eau est. Et puis, une fois que c'est fait, les employés de la voirie ou des contractuels allons installer des compteurs d'eau dans vos entreprises, chacune de vos entreprises. Et c'est au coût de la municipalité. C'est la municipalité qui va payer ces compteurs d'eau-là. Une fois que c'est fait, puis que le compteur d'eau va être installé à partir de la journée 1, là, on va savoir exactement dans chacune des entreprises la quantité d'eau qu'ils utilisent dans la journée. Puis le relevé de ça là, va se faire par informatique. Les gens ne descendent pas dans les sous-sols des maisons une fois que c'est installé. À l'aide de l'ordinateur, tu es capable de savoir la maison Jean-Pierre Rioux sur 468 Vézina ou la Coop. Le magasin Coop, sont des 17 Pelletier Nord. Tu payes sur le bouton, puis tu sais exactement la consommation d'eau qu'ils ont dans la journée, dans les heures de la journée, puis dans l'année aussi, on va avoir tout ça. Donc, on va avoir un portrait exact de ce que l'industrie, commerce et restauration et tout, là, utilisent. Ce sont les plus gros consommateurs dans leurs besoins. La moto.
Alors, c'est ce qui fait que ça, c'est un premier temps, mais on va aussi commencer à installer des compteurs peut-être chez 25, 30 propriétés privées aussi. On s'enligne dans ça, mais c'est une question de temps pour tout le monde. C'est les gens qui ne veulent pas le faire. L'eau, on n'est pas obligé d'offrir l'eau. Vous savez, il y a une loi qui nous permet, là, on n'est pas obligé d'offrir l'eau aux citoyens. On peut fermer la valve en avant si on en a besoin. C'est un bien public collectif, c'est pas un bien privé. Comprenez-vous? Alors, il y a des règles qui s'exercent dans ça. Donc, une fois que tous ces compteurs vont être installés, l'analyse va être faite, c'est là que la Ville, de par des compétences autres que nous, qui sont ailleurs dans la province de Québec, qui savent exactement, mettons, Jean-Pierre Rioux, maison privée résidentielle, en général, c'est 100 litres, 200 litres d'eau par jour qu'il y a besoin. 100 litres. Fait que là, il va y avoir un tarif de base qui va être pratiquement ce que vous payez déjà. Mais les gens qui vont dépasser ces tarifs-là, là, il va y avoir un coût. C'est le même principe que si vous entrez dans une pièce chez vous, le soir, vous achetez un document dans une chambre ou dans un bureau, vous allez dans le sous-sol ou dans la cave, là, puis vous avez besoin de quelque chose, quand vous finissez avec la pièce, fermez la porte de votre pièce qui fait noir, là, et qui fait clair, vous fermez la lumière. Vous savez que le compteur roule quand c'est ouvert, puis quand c'est fermé, ça ne roule pas. Il y a un tarif de base. Donc, avec les projets de compteur d'eau, ça va être la même affaire ici. Alors, ça veut dire qu'à partir de... Quand tout ça va être implanté, les citoyens ne seront plus chargés égaux, au même tarif comme on fait là présentement, parce qu'on ne peut pas dire t'es fin, t'es pas fin, je te charge, t'es le maire, c'est gratis, puis le conseil municipal, c'est au 3/4. Tout le monde est égal à ce niveau-là, au niveau de le même prix au niveau du résidentiel. Donc, celui qui voudra garder son eau ouverte l'hiver, parce qu'il peut faire fendre ses tuyaux, bien, il va payer pour. Vous, le voisin à côté, qui faites attention, vous lavez les mains, ou chasse d'eau, toilette écologique, et tout ça qui est en place maintenant, vous prenez soin de cette ressource-là qui vaut de l'or, bien, vous allez payer moins cher votre consommation d'eau que votre voisin. Donc, ça va être utilisateur-payeur. Vous voulez gaspiller, vous roulez à fond de train dans ça, il y a un coût à ça, mais même vous voulez l'utiliser, puis prenez pas soin de ça comme si c'était un bien d'acquis, mais ce n'est pas un bien d'acquis, l'eau potable, c'est un bien qui est de grande valeur. Puis dans le virage écologique qu'on prend présentement, il faut absolument que cette conscience-là, on l'a déjà avec nos factures d'électricité, on fait attention. Chauffeur, on baisse le chauffage le jour ou on baisse la nuit, comprenez-vous? C'est le même principe qui va s'adapter avec notre consommation d'eau potable. Alors, ça va déranger, mais comme je vous dis, d'ici sur une échéance, d'après moi, là, d'ici cet automne, les commerces devraient être tous installés avec des compteurs d'eau. Puis d'ici, d'après moi, 1 an, 2 ans, d'après moi, la ville au complet et le village de Rivière-Tropsol va être aussi avec des compteurs d'eau. Donc, c'est un principe que celui qui l'utilise, qui consomme au maximum, paye pour, puis celui qui fait attention à côté, bien, paye moins. C'est une question d'équité envers tout le monde. Alors, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport aux compteurs d'eau. C'est long, mais c'est fluide. Merci. On passe maintenant au dernier reportage avant la pause. Il s'agit d'une annonce d'aide financière que Denis Tardy, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, avait à faire la semaine dernière devant la piscine régionale des Basques. Il y parle de 3 projets. La réfection de la piscine régionale des Basques, la rénovation de la patinoire extérieure et l'aménagement d'une surface de deck hockey à Biencourt et la mise aux normes du terrain de baseball à Témiscouata sur le lac. À plus tard. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette annonce virtuelle de projets sélectionnés pour le PAFIR dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata. J'ai 5 projets ce matin, 5 beaux projets à annoncer. Je me trouve actuellement à la piscine régionale des Basques et nous allons commencer l'ensemble des annonces pour le comté. Je sais que cette méthode, afin de communiquer les bonnes nouvelles dans la circonscription, c'est pas vraiment habituel, mais c'est quand même très important pour moi d'être ici ce matin à Trois-Pistoles, dans la région des Basques, afin d'annoncer cet important projet pour l'ensemble de notre et de nos collectivités. Je remercie les maires
touché par cette annonce d'avoir fait preuve de souplesse dans cette démarche. Malgré les bonnes nouvelles de déconfinement, la situation ne nous permettait pas de faire une annonce en bonne et due forme par la conférence de presse traditionnelle. Alors, au nom de ma collègue et ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, je suis donc très heureux de pouvoir annoncer les projets qui ont été retenus dans le cadre du PAFIR 2021. Au total, le ministère a sélectionné 5 projets porteurs pour notre comté. Donc, ces projets mis ensemble représentent des subventions de 3,6 millions de dollars pour améliorer nos infrastructures. Cette aide provient du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Il s'agit d'un programme qui finance 66 % des coûts de projet et qui est l'aboutissement d'une entente entre le gouvernement fédéral et le Québec. Ces sommes permettront d'offrir des infrastructures accessibles qui encourageront sans nul doute la population à bouger et à avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure santé physique et mentale. Pour ce qui est des projets sélectionnés, ici, je suis fier d'annoncer aujourd'hui la somme de 2,9 millions de dollars pour la rénovation et la mise aux normes de la piscine régionale des Basses qui se trouve juste derrière moi. Ainsi, une somme de 305 000 $ pour la rénovation du terrain de baseball au Parc des Braves à Témiscouata-sur-le-Lac est également annoncée. Une autre somme, la troisième, de 129 000, pratiquement 130 000 $ pour la construction de nouvelles patinoires munies d'une surface synthétique de hockey dans la municipalité de Biencourt. Alors, bonne nouvelle également pour ce secteur. Je voudrais également souligner 2 autres projets qui ont été sélectionnés dans notre circonscription et qui doivent encore répondre à certains éléments administratifs avant d'entreprendre les travaux. Ainsi, 128 000 $, un peu plus de 128 000 $ pour la construction d'un tout nouveau chalet d'accueil au club de ski de fond Amniski à Saint-Antonin. Et enfin, une dernière annonce qui est de 90 281 $ pour la rénovation de la patinoire du chalet communautaire de Saint-Eusèbe. Alors, écoutez, à titre de député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, je suis heureux de soutenir le développement de nos collectivités, et vous le savez, et également leur permettre une plus large gamme de services aux citoyens avec des infrastructures neuves, conformes et sécuritaires. Vous connaissez mes propos, le tissu social, la qualité des milieux de vie vont nous permettre d'avoir une meilleure rétention de nos gens dans le milieu et va permettre également à des nouveaux arrivants de venir nous joindre et de pouvoir rester sur nos territoires à nous. Finalement, en conclusion, je tiens à remercier les élus municipaux, les bénévoles du club Amiski, ainsi que les administrations municipales qui ont déposé ces projets. Je sais qu'il s'agit souvent d'une charge de travail supplémentaire, mais aujourd'hui, vous pouvez récolter le fruit de vos travaux et permettre à la population de tout le territoire d'utiliser des meilleures infrastructures. En ces circonstances hors du commun, je vous remercie de nous suivre et de nous avoir suivis sur Internet. Et je suis vraiment très heureux d'être ici ce matin, encore une fois, même si le vent est toujours présent et que la température est assez basse ce matin pour faire une annonce dehors, mais ça va se réchauffer, puis on va avoir des beaux projets qui vont se réaliser. Et c'est pas fini dans le comté de Rivière-du-Loup-Témiscouata, dans les 3 MRC, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basses, nous allons continuer d'aller de l'avant. Merci, bonne journée à tous. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faire vacciner mon enfant s'il court moins de risques qu'un adulte face à la COVID-19?
Même si certains symptômes de la COVID-19 peuvent sembler légers, d'autres, comme l'essoufflement, peuvent durer plusieurs mois. Bien que les jeunes aient moins de risques de développer des complications, ils peuvent facilement transmettre le virus. La vaccination demeure le meilleur moyen pour protéger votre enfant et ses proches. Depuis plus d'1 an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. Concrètement, en santé, le gouvernement propose l'ajout de 14 000 postes, incluant 3 500 infirmières, des postes principalement occupés par des femmes. Il propose aussi une augmentation de 23 % de la rémunération des préposés en CHSLD et des augmentations importantes des primes de nuit, de soir et de fin de semaine pour les infirmières. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Depuis plus d'1 an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. En plus des offres visant à améliorer de façon prioritaire les conditions de travail dans les réseaux de la santé et de l'éducation, le gouvernement propose une bonification de la rémunération de 8 % sur 3 ans pour l'ensemble des employés de l'État. Des offres raisonnables et de meilleurs services publics pour mieux servir les Québécois. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Depuis plus d'1 an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. Concrètement, en éducation, le gouvernement propose une augmentation historique de 18 % de la rémunération des enseignants au primaire et au secondaire dès leur entrée en fonction, des postes principalement occupés par des femmes. Il propose aussi l'ajout de professionnels pour appuyer les élèves en difficulté et la valorisation de la profession des enseignants en leur accordant une plus grande autonomie. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. On est de retour de la pause. On écoute maintenant le dernier reportage de cette émission, soit un point de presse virtuel du CI3S du Bas-Saint-Laurent. Les représentants des médias étaient invités le 27 mai dernier à assister à la présentation du budget 2021-2022 qui était présenté aux membres du CA du CI3S du Bas-Saint-Laurent. Vous pourriez donc y entendre Louise Bolduc, qui est la présidente du CA, et Caroline Morin, qui est la directrice des ressources financières au CI3S du Bas-Saint-Laurent. Puis nous, on se revoit à la fin de l'émission. Bon, alors bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre du Conseil d'administration. Comme c'est une rencontre spéciale, bien sûr, il y a un seul point à l'ordre du jour. Il y aura l'adoption du budget 2021-2022. Je vais d'emblée inviter Mme Morin à nous présenter les éléments du budget. Parfait. Merci beaucoup, Mme Bolduc. Donc, pour fin de présentation, je vais partager mon écran. Ça va être beaucoup plus facile de compréhension et pour la suite aussi. Donc, vous dire d'entrée de jeu que hier s'est tenu un comité de vérification spécial sur le budget. Donc, nous avons discuté plus en détail des différents éléments qui composent le budget. Donc, aujourd'hui, je vais un petit peu plus haut niveau, mais sachez que le comité de vérification a siégé hier. Donc, je commence budget 21-22. Donc, je vais commencer avec la démarche effectuée et qu'on effectue déjà depuis plusieurs mois. Donc, nos travaux débutent toujours quelque part en décembre avec les gestionnaires, les analystes à la direction des finances, avec les directeurs. On valide notre structure de poste. Important de comprendre que
On établit la structure de postes requis pour offrir les soins et services. Donc, on part de cette validation-là. Donc, on réajuste aux besoins les structures. On valide les ETC, comme on dit, les équivalents temps complet, les noms des personnes, etc. On fait l'annualisation des budgets de développement 2021 qu'on a reçus. Donc, dans l'avis d'inscription, vous avez quand même reçu une liste là, de développement annualisé de 2021 qui totalisait 8,8 millions, presque 8,9 millions. Ces budgets de développement-là ont été reçus en cours d'année 2021, mais pour lesquels on les a rajoutés et intégrés à partir du 1er avril 2021. On les a intégrés au budget. On valide aussi l'ensemble des natures de dépenses, les autres natures de dépenses. Par exemple, on va parler de la masse salariale notamment, mais on parle aussi là, des natures de dépenses, par exemple, fourniture médicale, énergie, entretien, médicaments, etc. Validation des statistiques, identification des demandes budgétaires additionnelles et de certains enjeux. Donc, on fait aussi une discussion et une évaluation de ça avec les gestionnaires. On poursuit nos travaux les mois suivants. J'ai fait une rencontre particulière aussi avec chacun des directeurs au mois d'avril. Et aujourd'hui, on vous dépose le budget 21-22 qui est un budget en équilibre. Le dépôt du budget, donc entre-temps, nous avons eu le dépôt du budget provincial au 25 mars 2021. Donc, le budget cette année, spécifiquement, ils veulent mettre l'emphase, ils veulent systématiser systématisation des cibles pour l'octroi de financement. C'est-à-dire que dans l'esprit du financement axé sur le patient, sur les trajectoires de soins et services, les investissements des dernières années étaient pour la plupart quand même associés à certaines cibles. Donc, atteinte de cibles au niveau de l'intensité de service, le nombre de TC, etc. Mais cette année, chaque développement sera associé et conditionnel à l'atteinte de cibles qui vont avoir été préalablement identifiées là, dans la lettre de réception de budget. Donc, c'est peut-être un peu ce qui est un petit peu différent que par les années passées. Aussi, lors du dépôt du budget provincial du 25 mars, on a fait mention d'investissements majeurs dans le réseau de la santé qui avoisinent les 1,8 milliard pour l'ensemble du réseau. Et on parle de 10 grands volets qui seront touchés par ces investissements-là. On parle notamment de pérenniser les gains structurants dans le réseau à la suite de la pandémie, de développer les activités en prévention et en promotion et les actions intersectorielles en santé publique au-delà des actions découlant de la pandémie. On veut améliorer l'accès et la qualité des soins et services en santé physique, appuyer le développement des activités et des services dans la trajectoire mère-enfant. On veut bonifier les soins et services aux personnes aînées et aux personnes proches aidantes. On poursuit aussi avec les 5 derniers éléments. Donc, on poursuit les travaux de renforcement des soins et des services pour les jeunes en difficulté, renforcement des soins et services en santé mentale et en itinérance, appuyer les personnes handicapées et leurs proches, renforcer l'appui aux organismes communautaires et aussi accélérer la transformation numérique en santé et services sociaux. À noter que ces investissements-là, on va les recevoir on aura les lettres de confirmation au cours des prochaines semaines, prochains mois. Et bien évidemment, dans le dépôt du budget, le ministère a demandé au réseau une mesure d'optimisation qui est évaluée à 116 millions pour le réseau de la santé dans sa totalité. Donc, une mesure d'optimisation qu'on va voir un petit peu plus tard. Lorsqu'on fait un budget aussi, on doit considérer certains éléments. Par exemple, on doit considérer le nombre de jours ouvrables, donc 261 jours ouvrables. Le nombre de jours calendrier est important aussi parce que on est une organisation qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 7 jours sur 7. Donc, on doit aussi prévoir du personnel. Donc, le nombre de jours calendrier est important, de même que le nombre de congés fériés. Mesures d'optimisation non récurrentes 2021 qui vont être réintégrées au budget. Donc, je vous explique. Lors du dépôt du budget de l'an dernier, nous avons dû effectuer des mesures non récurrentes, mesures d'optimisation non récurrentes, à la hauteur de 7,3 millions, ce qui nous permettait d'équilibrer le budget. Quand on parle souvent de mesures non récurrentes, on va chercher par exemple les banques d'heures, des postes vacants, mais qui sont dépourvus de titulaires, mais sur une base très temporaire, par exemple le congé de maternité qu'on ne peut remplacer, ou juste postes vacants qu'on a affichés, mais qui demeurent vacants après le premier affichage. Donc, ça nous génère certaines économies aussi au niveau des autres dépenses. Donc, on a identifié certaines mesures non récurrentes l'an passé qu'on a réintégrées au budget parce qu'on recommence un budget, comme on dit, à base zéro avec les structures de postes requises. On a aussi retiré tous les projets non récurrents en 2021.
Donc, c'était des projets qui avaient été identifiés par les directions qu'on voulait mettre de l'avant pour l'année financière qui est terminée au 31 mars 2021. Ces projets-là étant terminés, on a retiré ces projets-là de la base budgétaire, bien évidemment. Annualisation des budgets de développement annoncés en 2021, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, on a intégré l'annualisation de ces budgets-là et on les a considérés au 1er avril comme faisant partie de notre base budgétaire. Les demandes budgétaires 21-22, ne sont pas incluses au budget. Habituellement, c'est un peu la façon de faire. On regarde s'il y a des éléments vraiment particuliers, on les prend en note et on voit en cours d'année comment on peut combler ou non ces demandes-là. Certaines dépenses sont rattachées à un revenu reporté aussi spécifique. Un revenu reporté, c'est un revenu qu'on a reçu pour des projets très, très précis. Parfois, le projet s'échelonne sur plus d'1 an, donc peut être reporté l'année suivante. Et on considère et le revenu reporté comme financement du projet et la dépense associée à ce projet-là. Donc, c'est inclus au budget, puis ça n'a aucun impact sur le résultat puisqu'on a la dépense et le revenu. On prévoit aussi un déficit de 5 225 894 $ qui est observé au niveau des médicaments onéreux. Donc, le ministère demande, tout comme l'an dernier, d'avoir l'évaluation la plus juste et fiable possible du coût des médicaments onéreux projetés au 31 mars 2022. Donc, l'évaluation a été faite par les personnes responsables là, au niveau des médicaments, donc le chef pharmacien. Avec mon équipe, on a fait l'évaluation en tenant compte aussi d'une indexation associée là, au niveau des médicaments. Et on arrive avec un écart de 5 225 000 qui va sortir en déficit et qui sera comblé par la suite par un revenu additionnel. Donc, on va voir un peu comment on le présente là, dans le RR 446. Le RR 446 étant le rapport officiel. En fait, le ministère demande d'avoir vraiment cette identification-là pour avoir une information vraiment provinciale sur le coût global des médicaments. Vous dire que l'an passé, on était autour de 5,1 millions et on a reçu le financement pour le déficit annoncé au début de l'année. Donc, c'est seulement qu'une question là, de pouvoir confirmer en cours d'année l'écart associé aux médicaments. Je poursuis. Donc, au niveau des faits saillants aussi, le ministère a revu les paramètres du financement axé sur le patient, le FAP, en radio-oncologie. Donc, on est financé à l'activité dans certains programmes, dont la radio-oncologie, et depuis quelques temps quand même, on faisait certaines représentations auprès du ministère afin de faire reconnaître notre réalité régionale. C'est-à-dire que comme on est en région, les coûts de contrat de service, les coûts et frais d'entretien sont supérieurs à par exemple, les coûts de contrat dans les grands centres, ce qui faisait en sorte qu'on était désavantagés comme région par rapport à la méthodologie utilisée par le ministère pour le financement en radio-oncologie. Cette année, ils ont revu les paramètres et c'est une nouvelle positive pour notre organisation. Ça nous avantage. L'estimation faite actuellement est autour de 150 000 $ de revenus additionnels avec cette nouvelle méthodologie-là, puisque on vient prendre en considération là, l'aspect régional au niveau des contrats de service et contrats d'entreprise. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt de la cible d'optimisation qui est demandée au réseau par le ministère de l'ordre de 116 millions. Pour notre organisation, ça représente 2,4 millions de cibles d'optimisation réparties en 4 volets. Donc, nous avons le volet ressources humaines, qui est principalement associé à la main-d'œuvre indépendante et le temps supplémentaire dans la majeure partie, et un petit peu aussi au niveau de l'assurance salaire. L'objectif avec cette mesure-là, c'est de diminuer les coûts de main-d'œuvre indépendante, bien évidemment, et le temps supplémentaire. Pour nous, dans notre budget actuellement, on a déjà considéré une légère baisse de budget au niveau du temps supplémentaire. Au niveau de la santé physique, on parle principalement ici d'amélioration de performance. Donc, c'est un secteur qu'on va devoir regarder au courant de la prochaine année pour voir comment on est capable d'identifier des mesures récurrentes en lien spécifiquement avec cette cible-là qui vient de nous être donnée par le ministère. Le troisième élément concerne la réorganisation liée à la pandémie. On parle principalement de tous les autres services autres que la santé physique.
Et on mentionne spécifiquement qu'on nous demande de nous organiser un peu différemment puis d'aller chercher l'utilisation le plus possible des technologies de l'information. Par exemple, l'exemple qu'ils nous ont donné, c'est la télésanté. Donc, à ce niveau-là, dans le budget actuel, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu récupérer une petite portion, donc à peu près 100 000 $ sur les frais de déplacement. Mais là aussi, ça sera à regarder en cours d'année pour trouver des mesures récurrentes pour ce volet-là. Et télétravail, spécifiquement, on est sur la diminution des frais de déplacement, tant au niveau des cadres qu'au niveau des gestionnaires. On sait que dans la dernière année, on a eu une nette diminution des frais de déplacement associés au télétravail. Donc, cette année, on est venu récupérer dans le présent budget 437 900 directement dans les frais de déplacement qu'on a ventilés à travers l'ensemble de nos directions. Je poursuis avec les faits saillants, donc les différents paramètres budgétaires qui nous ont été donnés lors de notre réception du budget, c'est-à-dire indexation globale de 0,86 % à l'intérieur de ça, on a une portion masse salariale, taux d'indexation des autres dépenses 1,6 %, indexation des rétributions RIRTF 0,42 %, indexation appliquée aux différents revenus en CHSLD RIRTF de 0,811 %, indexation des ventes et services de recouvrement 0,86 et indexation des organismes communautaires 1,6. Donc, vous dire que ces indexations-là ont été intégrées au budget tant en dépenses qu'en revenus. Les autres éléments considérés au budget, donc on parle de la projection du dépassement au niveau des médicaments onéreux, on en a parlé tantôt. Indexation de 5 millions pour la masse salariale et les autres dépenses. Donc, ça se sépare de cette façon-là. 2,3 millions reçus en indexation pour la masse salariale qui est intégrée à la masse salariale dans la dépense, donc au budget. Et dans les autres dépenses, 2,7 millions d'indexations reçues au niveau des autres dépenses. Et une nouvelle qui est vraiment super intéressante à ce niveau-ci, c'est qu'on a pu réinjecter la totalité du 2,7 millions dans les autres dépenses, dans les autres natures de dépenses pour diminuer nos zones de fragilité qu'on connaissait antérieurement. Parfois, ça arrivait souvent qu'on gardait un petit montant d'indexation pour pouvoir nous aider dans l'équilibre budgétaire, mais cette année, on a pu intégrer la majorité, en fait, la totalité d'indexation reçue, ce qui est une très, très bonne nouvelle aussi. Pour pouvoir arriver à déposer un budget en équilibre, on a parlé de mesures d'économie récurrentes et non récurrentes qui ont été identifiées par les directions pour un montant de 13,6 millions. On fait le lien aussi avec le montant de cible de 2,4 millions demandé par le ministère, donc ils sont intégrés à l'intérieur de ça. Les mesures d'optimisation ou les mesures d'économie récurrentes et non récurrentes, ce sont des économies qu'on peut retrouver, par exemple, au niveau des autres dépenses. Parfois, on en voit au niveau de la délocation. On a fait des projets d'économie par rapport aux locations, des projets d'économie d'énergie aussi au niveau de l'énergie, différentes économies qu'on peut retrouver ailleurs au niveau des autres dépenses, mais aussi des économies au niveau de la masse salariale, par exemple, des banques d'heures non utilisées qu'on peut venir récupérer sur une base non récurrente, des postes temporairement dépourvus titulaires. Même après affichage, on affiche tous nos postes. Par contre, on a tout de même la difficulté de recruter certains types d'emplois. Donc, le poste demeure vacant pour une courte période qui génère tout de même certaines économies. Donc, nous avons anticipé certaines économies à cet effet-là pour pouvoir arriver, déposer un budget, puis on en arrive à 13,6 millions de mesures récurrentes et non récurrentes. Et on utilise 5,49, presque 5,5 millions en revenus reportés pour des projets non récurrents et des projets qui vont soutenir l'organisation. Je poursuis au niveau des faits saillants. Donc, les autres éléments non inclus au budget, ce sont tous nos coûts COVID. On sait que pour la prochaine année, ce sera la même façon de faire qu'on a fait en 2021. Les coûts COVID, on va fonctionner par reddition de compte et on aura une reddition de compte à faire périodiquement. Et le financement qui va en découler va être ajusté au fur et à mesure de l'avancement de l'année financière. Nous n'avons pas non plus inclus les éléments, les développements en lien avec les CHSLD, beaucoup liés avec la pandémie, donc les gestionnaires qui ont été rajoutés au niveau des CHSLD, les préposés aux bénéficiaires, les agentes administratives,
Même chose au niveau de l'ajout de personnel en santé publique et en prévention et contrôle des infections. Présentement, le ministère nous demande d'inscrire ces coûts-là dans les coûts COVID, donc dans les redditions de comptes que l'on fera en 21-22. On devrait recevoir au cours des prochaines semaines ou prochains mois des confirmations du traitement de ces développements-là là, et de voir comment on va ramener les dépenses dans notre organisation, donc dans le budget de l'organisation. Ça sera à suivre. Projet de gestion de la désuétude technologique, je l'amène pour un élément. Donc, c'est un projet qui va coûter pour la prochaine année 4,5 millions. Nous avons 1,9 millions qui est déjà identifié et inclus au budget. Par contre, le 2,6 millions, c'est l'autorisation d'utilisation de solde de fonds que vous nous avez donné en avril dernier. Utilisation de solde de fonds d'exploitation pour pouvoir aller de l'avant dans ce projet-là. Donc, ce 2,6 millions-là n'est pas inclus dans notre budget, mais il est par contre réservé pour le financement. Donc, ça ne créera pas d'écart en soi. Donc, maintenant, au niveau du budget 21-22, on va passer plus à la partie chiffres. Comme on dit, je vais aller à la fin de cette présentation-là, à la fin des chiffres, je vais aller vous montrer dans le RR 446 où on retrouve ces informations-là. Dans le fond, la majorité des chiffres que vous retrouvez pour la suite de la présentation se retrouvent à la page sommaire du document RR 446 que j'irai voir avec vous dans les prochaines minutes. Donc, nous faisons adopter un budget en équilibre, donc dans les deux fonds, équilibre au fonds combiné, fonds d'exploitation et fonds d'immobilisation. Nous avons un revenu total de 821 558 065 pour des dépenses globales de 826 783 959. Vous voyez le déficit ici de 5 225 894. C'est un déficit qui est occasionné par les médicaments onéreux, dont le financement est actuellement examiné par le ministère. Nous devrions recevoir le financement, tout comme l'an dernier, nous l'avons reçu. C'est vraiment une question de présentation. Le ministère va avoir l'information globale pour le réseau. Nous l'avons inscrit en mesure de redressement sans plan d'équilibre budgétaire. C'est vraiment juste une question de présentation. Et vous avez le total en exploitation de 570 000 de surplus pour un déficit en immobilisation de 570 000, d'où un équilibre budgétaire. Dans les pages suivantes, on va aller un petit peu plus. Il y a quelques points en détail sur les grandes sections, les grandes têtes de chapitre. Au niveau des revenus, nous avons 780. Ici, je parle vraiment seulement du fonds d'exploitation, donc on ne parlera pas nécessairement du fonds d'immobilisation. Donc, les pages suivantes, c'est le fonds d'exploitation. Le fonds d'exploitation, c'est notre courant. C'est ce qui nous permet là, de rendre les soins et services à la population. C'est le budget associé à tous les services qu'on offre. Ça fait partie du fonds d'exploitation. Donc, nous avons des revenus pour 782 260 000. Les subventions du ministère, donc 724 millions. Contribution des usagers, principalement les adultes hébergés en CHSLD, RI, FTF, donc ressources intermédiaires, ressources familiales, donc pour 43 millions. Vente de services, recouvrement, nous avons notamment les ventes au niveau des revenus de cafétéria, notamment. Et les autres revenus pour 10 millions, nous avons les revenus d'activités accessoires, nous avons santé en milieu de travail, les subventions d'Hydro-Québec pour les projets d'économie d'énergie dont je vous parlais tantôt, revenus de stage, les revenus de recherche se retrouvent sur la rubrique « Autres revenus ». Vous voyez bien évidemment que nous sommes financés à 92 % par le ministère et nous avons contribution des usagers et autres là, pour les 8 % restants. Maintenant, au niveau de la masse salariale, nous avons 501 millions, presque 502 millions de masse salariale. Donc, dans les salaires, ce sont les salaires de nos employés, des gestionnaires, le temps supplémentaire qui est fait, la main-d'œuvre indépendante, les primes associées. Tout ça, toutes ces natures-là rentrent dans le libellé salaire. Au niveau des avantages sociaux généraux, vacances, maladies, fériés, nous en avons pour près de 69 millions. Avantages sociaux particuliers, les postes majeurs, on retrouve l'assignation temporaire, l'assurance salaire, la formation, l'orientation, etc. Donc, on en a pour tout près de 26 millions et les charges sociales, 57 millions. Le total de la masse salariale donne 501 millions.
Pour les autres dépenses, en fait, on a un total d'autres dépenses de 285 millions. Donc, les médicaments qui ont été rehaussés et indexés pour un montant de 26 millions. Donc, les médicaments qui ont été ajustés là, pour tenir compte du 5 millions des médicaments projetés au 31 mars 2022. Fourniture médicale et chirurgicale, 24 millions. Distribution versée au RIRTF, donc au niveau de à peu près 53 millions, ce sont nos dépenses associées à ça. Les loyers, 7 millions, et les autres charges. Puis pour les autres charges à 172 millions, on a une autre page qui donne un petit peu plus d'explications. La voici. Donc, rapidement, produits sanguins. Vous dire que les produits sanguins, les organismes communautaires et les services préhospitaliers d'urgence, les trois donnent un petit peu plus de 70 millions. En fait, ça n'aura jamais d'impact sur le résultat de l'organisation puisqu'on reçoit l'argent du ministère, mais on le redonne aussi à ces organismes-là. Donc, tout le temps, dans le courant de l'année, ces éléments-là n'entraîneront pas ni de surplus ni de gain pour l'organisation. Nous avons, bon, je remonte un petit peu plus haut ici, les denrées alimentaires. Au niveau de l'entretien et réparation, on est tant au niveau des équipements que de l'entretien et réparation des immeubles. Les déplacements des usagers, on peut avoir par exemple les collectifs, les transports ambulanciers inter-établissements. Les services achetés, principalement, c'est pour rendre effectivement des services à la population, mais on les retrouve surtout au niveau du secteur personnes âgées. Matériel de laboratoire, 9 millions. Frais de déplacement et frais de transport. Frais de déplacement, on est au niveau des déplacements de nos employés, de nos donc gestionnaires et employés. Et les frais de transport, c'est les frais de transport de matière qu'on retrouve ici. Par exemple, des colis qu'on doit rendre d'un endroit à l'autre, les transporteurs qu'on utilise, par exemple, ça peut être des taxis comme encore Dicom et autres. On retrouve ces dépenses-là sous cette rubrique-là. Les contrats de service dans les différentes directions, ils font partie des contrats de service qu'on en a pour 9 millions, un peu plus. Les allocations directes, c'est par exemple chèque emploi-service qu'on peut utiliser pour notamment la direction SAPA ou encore la direction de la LDI TSADP. Les honoraires professionnels et fournitures d'imagerie médicale. Puis, on a plein d'autres petites natures de dépenses qui totalisent 28 millions. Si on regarde rapidement finalement le graphique, on s'aperçoit que la masse salariale représente 65 % de nos dépenses, ce qui est quand même important comme coût. Au niveau des zones à risque, nous avons des zones à risque qui évoluent dans le temps. Donc, cette année, principalement celles qu'on a relatées ou relevées, on parle des allocations directes, on a peut-être une petite zone à risque, les rétributions, les contrats de services en ressources informationnelles. C'est vraiment au cours de la dernière année que ces coûts-là ont augmenté de façon considérable par rapport au nombre de licences supplémentaires que l'on a, tous les outils de collaboration avec le télétravail ont fait en sorte aussi qu'on a augmenté les coûts. Les contrats, les licences Windows et autres. Donc, c'est peut-être une zone à risque qui est nouvelle depuis 2021. Assignation temporaire, assurance salaire, on se maintient toujours à chaque année autour de 2 millions de zones à risque. Nous en avons à peu près pour 4,8 millions. L'an passé, on était tout près de 6 millions, mais les natures étaient un peu différentes. Donc, on avait notamment les fournitures de laboratoire cette année. On a réajusté à cet effet-là. On avait les honoraires professionnels, les frais de transport aussi, où on a eu certains réajustements. Les prochaines étapes, bien évidemment, on a eu une rencontre hier du comité de vérification. Donc, pour l'explication vraiment plus détaillée de l'information que je viens de vous présenter. Aujourd'hui, conseil d'administration spécial pour adopter le budget et transmission au plus tard le 28 mai, c'est-à-dire demain, transmission du document RR 446. Et bien évidemment, tout au long de l'année, nous allons faire un suivi budgétaire périodique rigoureux en regard de nos coûts d'organisation, nos coûts réguliers, mais aussi par rapport aux coûts COVID. Si vous le permettez, j'irai plus vous présenter le RA 446 et je reviendrai avec certaines questions. Donc, c'est un document qui est
qui est vraiment format prescrit ministère. Donc, les chiffres qu'on vous présente, qui sont ici, les chiffres qu'on vous présente se retrouvent en fonction de certaines présentations comptables demandées par le ministère. Vous constatez dans cette page-là, puis même dans le document, qu'il n'y a pas de réel au 31 mars 2021. Donc, le ministère a émis une circulaire, la 2021-003, qui nous demandait de ne pas nécessairement inclure ou que les données réelles au 31 mars 2021 n'étaient pas requises compte tenu que nous sommes en travaux de fin d'année. Donc, les montants ou les chiffres sont en cours d'audit par nos vérificateurs externes. Donc, vous n'avez pas de réel. Et il y a par contre certaines pages spécifiques que le ministère a demandées, elles sont complétées. Donc, vous voyez ici à la ligne 1, colonne 2, la subvention totale du ministère à 724 361 000. Les ventes de services et les recouvrements, contributions des usagers, ce sont les chiffres que vous avez vus aussi dans la présentation. Et le budget total, les revenus total de notre organisation en termes d'activité d'exploitation, 782 260 se retrouve ici. Au niveau de l'immobilisation, tantôt dans la page sommaire, nous avions 39 298 pour un total de budget exploitation et immobilisation de 821 558. Si je vais un petit peu plus bas, donc dans la présentation que je viens tout juste de faire, nous retrouvons les salaires et charges sociales pour 501 millions, les médicaments pour 26 millions, produits sanguins, donc 14 millions, fournitures médicales, 24 millions, les rétributions à presque 54 millions, donc on retrouve quand même plusieurs montants. On arrive ici au total des charges à 786 915 571 et le 39 868 388 en immobilisation qu'on a vu dans ma page de présentation sommaire. Un total de dépenses pour 826 millions. Et là, vous retrouvez le déficit de 5 225 000. Et le ministère nous demande d'inscrire une mesure de redressement de 5 228 000 pour nous arriver ici à un équilibre budgétaire des deux fonds. On a une note qui explique à la fin du document la mesure de redressement qui est liée en totalité vraiment aux médicaments, au coût des médicaments onéreux qui a été estimé. Alors, je ne vais pas plus loin dans le rapport ARAR 446. On a eu de l'information, on a fait un tour de roue un petit peu plus long hier en comité de vérification. Seulement vous mentionnez dans ce budget-là que oui, nous avons des zones de fragilité. On connaît nos zones de fragilité, on vous les a nommées. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est de diminuer nos zones à risque qu'on avait l'an passé. On a réussi à consolider certains taux horaires, certaines natures de dépenses, donc tant au niveau de la masse salariale que des autres dépenses, ce qui est vraiment intéressant aussi. On dépose bien évidemment un budget en équilibre tel que le requiert la loi et le budget qu'on dépose n'a aucun impact non plus sur les soins et services offerts à la population. Écoutez, l'ordre du jour ayant été épuisé, ceci met fin à la rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de vous être disponibilisé pour ce point si important là, dans des délais aussi rapprochés que ceux qu'on a eu à vivre avec ça. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une excellente suite de semaine et au plaisir de vous revoir bientôt. C'est maintenant tout pour moi cette semaine. J'espère encore une fois que vous aurez aimé les reportages et la façon dont on vous les a présentés. Si vous avez des questions ou des commentaires, une seule adresse, tcbh.tv. Suivez-nous sur Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est gratuit et ça nous aide dans notre référencement sur le web. Je vous rappelle bien sûr que la semaine prochaine, ce sera l'avant-dernière émission de la saison. Sur ce, bonne semaine tout le monde. Cette émission est une réalisation
de TCBH, propulsé par Derry Télécom.